Bonjour à toutes et à tous et bonne année, meilleurs vœux pour 2024. Eh bien, je suis très heureuse de vous servir encore une fois avec une autre aventure de 2024. Eh bien, j'espère qu'on sera à votre attente. Nos programmes, nos sujets, nos plateaux répondront à vos attentes pour 2024. Eh bien, aujourd'hui, on est très heureux. C'est le mercredi 3 janvier, le premier mercredi du mois de janvier. Eh bien, on est très heureux de vous accompagner jusqu'à 9h30. Eh bien, on va ouvrir le bal en cette matinée avec la culture, bien sûr, et un grand monsieur qui viendra et qui sera là pour nous accompagner pendant un moment afin de nous présenter son nouvel ouvrage Ambition et Félonie. Eh bien, c'est monsieur Omar Kazitani qui sera là. Et bien sûr, on va parler un petit peu de beauté. On va commencer 2024 par la beauté. Et bien sûr, avec Dr Siham Ben Osma qui viendra nous parler de la médecine esthétique et la médecine anti-âge. Et bien sûr, la nutrition du sportif sera à l'honneur en cette matinée avec notre nutritionniste Feriel Merzouk, eh bien, qui sera là, qui répondra à nos questions. Dernière ligne droite avec deux artisans et pas des moindres, puisque nous recevons cette matinée Madame Imen Ouadah qui sera présente avec nous. Elle fabrique des bijoux traditionnels. Et bien sûr, elle sera accompagnée d'un monsieur, et pas des moindres, puisque nous allons parler de plantes d'intérieur, de fleurs, de composition florale, de fleuriste, le métier de fleuriste avec monsieur Salah Abdelkader Djelil. Alors lui, il est dans la création florale. Voilà tout pour cette matinée. J'espère que ça répondra à vos attentes en ce premier mercredi. On est le 3 janvier 2024. Une nouvelle année, de nouvelles résolutions. Beaucoup de santé pour vous, pour nous, pour toute l'équipe de Bonjour d'Algérie, que ce soit à Alger, à Constantine, à Béchar, à Ouergla et encore moins et encore plus, bien sûr, à Oran. Et bien sûr, comme d'accoutumé, on vous a habitué à commencer par une chanson en hommage au peuple palestinien. J'espère que 2024 sera une bonne année pour ce peuple meurtri, on va dire. Eh bien, une très belle chanson
un peuple meurtri, on ne peut pas s'empêcher bien sûr, d'avoir un cœur quand même pour ces Palestiniens. On ne peut pas aussi ne pas avoir une petite pensée pour eux en cette nouvelle année 2024. On aimerait bien que ça s'arrête parce que les personnes qui sont décédées, ce sont des enfants, des femmes, des vieux. Donc, on a une petite pensée, on va dire on a une grande pensée au peuple palestinien meurtri. Et voilà, comme on l'a annoncé tout au début, M. Omar Kazitani qui est parmi nous afin de nous parler de son nouveau roman, bien sûr, Ambition et Félonie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonne année, meilleurs vœux. Merci, bonne année à tous. Merci pour votre invitation. Très bien. Alors, un nouvel ouvrage, une nouvelle année, un nouvel ouvrage, et il s'agit d'un nouveau roman, Ambition et Félonie. Ambition et Félonie. Pourquoi ce titre déjà? Parce que d'abord les deux vocables sont assez contradictoires. L'ambition étant un réflexe presque, un instinct. Tout le monde a droit à l'ambition. Nous naissons, nous grandissons, nous évoluons et nous ambitionnons sans arrêt de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives, sans arrêt. Quant à la félonie, c'est lorsque lorsqu'on utilise toutes les voies et que l'on ne réussit pas, eh bien on essaie cette virée vers le hasard, vers la tromperie, vers la trahison, et c'est la félonie. Et si j'ai insisté, j'ai mis longtemps, j'ai pris beaucoup de temps à réfléchir à ce titre, et j'ai trouvé que c'était celui qui représentait... Qui convenait le plus? Oui, qui convenait le plus à des situations authentiques, et qui convenait surtout à mes propres représentations mentales. Voilà pourquoi c'est un titre qui est ambitieux. D'ailleurs, je vais le signaler à nos amis téléspectateurs qui nous suivent de bon matin. Eh bien, Ambition et Félonie, franchement, c'est que ça donne vraiment envie de le lire, vu le contenu. Alors, on va vivre une vie à travers ce roman. Oui, alors... Parce que là, Ambition et Félonie, vous m'aviez dit que c'est un roman picaresque, mais aussi sarcastique, par contre. Oui, alors, le sarcasme... Pourquoi avoir déjà choisi ces deux termes? Le sarcasme est une des meilleures façons de déplorer ce qui ne va pas. Le sarcasme, l'ironie, est un instrument qui vise des objectifs sans porter atteinte à la crédibilité des propos. Il est évident que quelqu'un qui écrit, un intellectuel, honnêtement, ne peut pas se permettre de porter atteinte à l'honorabilité, aux valeurs et à la personnalité de tout un chacun. Voilà pourquoi j'ai préféré présenter un ouvrage picaresque, c'est-à-dire qu'il y a plein d'aventures avec des personnages tout à fait particuliers, des personnages tout à fait particuliers, oui. Des personnages qui ont vécu, des personnages qui ont contribué à faire avancer les bonnes choses, et malheureusement des personnages qui ont freiné l'évolution, le développement intellectuel, moral, économique de notre société. Alors vous avez choisi justement Ambition et Félonie. Alors c'est un titre, on va dire, qui forcément
n'attire pas et il n'est pas, on va dire, commerçant. Pardon. Il n'est pas commerçant. Donc, de toute façon, le titre reflète déjà le contenu du roman. Donc, vous avez joué beaucoup plus sur l'attirance du titre. Est-ce que c'est une façon déjà d'attirer le lecteur ? Ben oui, la sémantique aidant, le terme d'ambition, c'est un grand point d'interrogation. Déjà, hein, qu'est-ce qu'une ambition ? Moi-même, si on me pose la question qu'est-ce qu'une ambition, je dirais que je ne pourrais pas résumer cela en peu de mots. Est-ce que c'est un titre sélectif afin de sélectionner justement les lecteurs ? C'est le jeu de mots, Voilà. jeu de mots et les aspects contradictoires sont un élément qui intéresse forcément le lecteur et qui attire son attention. Effectivement, oui. Ce sont deux vocables que l'on ne peut pas mettre ensemble. Si nous avons des ambitions, nous ne devons pas être félons. Nous ne devons pas trahir. Effectivement. Parce que l'ambition est saine. Et je vais vous dire autre chose. L'ambition, ce n'est pas l'image de quelqu'un. Si je suis si j'ai l'ambition de devenir, président de la République. Oula. Voilà. Oui. Si j'ai l'ambition de devenir président de la République, ce n'est pas pour qu'on dise de moi Que je suis c'est le président. Ce serait mieux pour moi et beaucoup plus positif que l'on dise de la personne qui a cette ambition, qu'on dise c'est quelqu'un qui a travaillé pour nous. Voilà. Lorsque l'ambition sert Déjà, autrui... et c'est quelqu'un qui a travaillé pour arriver justement à être président de la République. Voilà. Lorsqu'on a l'ambition, on passe un baccalauréat, et puis ensuite on s'inscrit à l'université, on est médecin, généraliste, et puis on se spécialise, et puis on devient professeur, on enseigne à l'université, etc. Oui. Donc, si je suis ambitieux pour ma vitrine, je suis un égoïste. Si je suis ambitieux pour que tout le monde puisse profiter de mes ambitions, servir les autres grâce à mes ambitions, à ce moment-là, je suis un ambitieux. Pasteur a été ambitieux. Effectivement. Oui. Il a sauvé des vies. Il a mis au service de la société ses propres ambitions qu'il a développées et qu'il a transformées en actes. L'ambition est action. Mais comment se fait-il que vous avez vraiment pensé à écrire, c'est-à-dire la base de votre roman, c'est l'ambition. Est-ce que vous ciblez un certain, à travers cette ambition dans laquelle vous vous êtes plongé dans ce roman, est-ce que vous ciblez de certains lecteurs? Oui. C'est des jeunes? Je vais vous résumer cela en une phrase. C'est une phrase que j'ai écrite moi-même. L'ambition est une voie plus forte que celle du discernement. Lorsque nous sommes ambitieux, seul compte pour nous la réalisation de nos actes et la transformation de la réalisation de notre ambition et la transformation de cette ambition en acte positif. Alors, d'après ce que vous êtes en train de me dire, c'est que moi, franchement, je pense que le roman, non seulement il parle beaucoup de l'ambition, mais il est d'une certaine façon philosophique, là. Oui, parce que si l'on se réfère à des écrits
regardez ce qu'a dit Kant, Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, qui est un philosophe effectivement. et qui est même un artiste, hein, il a fait même de la peinture. Il dit « La passion amoureuse ou un haut degré d'ambition ont changé des gens raisonnables en fous qui déraisonnent. » Vous vous rendez compte ? C'est extrêmement, c'est très fort. C'est-à-dire qu'une ambition ou la passion amoureuse, vous voyez à quoi il lie l'ambition. Parce que aimer, c'est aimer avec passion. Aimer exige de la passion ou entraîne de la passion. Il établit un corollaire entre la passion amoureuse ou un haut degré d'ambition. Et il dit que ces deux, la passion amoureuse ou le haut degré d'ambition, ont changé les gens, donc l'esprit, ont changé des gens raisonnables en fous. Ils sont devenus fous. Mais fous qui déraisonnent, qui perdent la raison. C'est la raison pour laquelle l'ambition est une voie plus forte que celle du discernement. Et c'est le cas de plusieurs dictateurs d'ailleurs. Ils sont devenus, dans l'histoire, ils sont devenus complètement déroutés, complètement. Donc moi je dis ça parce que suivant ce qui s'est passé dans le monde il y a très longtemps. Mais dans votre, on va dire, vous m'aviez envoyé une phrase qui m'a vraiment interpellée. Alors vous m'aviez dit, les personnages sont atypiques, oui, étonnants, anormaux, inconséquents, frivoles, intéressés, cupides, vaniteux, félons ou vertueux. Eh bien, c'est justement Alors, ça. expliquez-moi tout ça. Voilà. Rien que des défauts. Tous ces qualifiants dénotent les voies qui peuvent être utilisées pour réaliser ces ambitions. Mais il n'y a qu'une seule voie qui incarne l'ambition propre, saine, vertueuse et qui est au service d'autrui. C'est l'honnêteté intellectuelle. Lorsqu'on quitte ce sentier de la décence et que l'on s'aventure dans les avenues de la cupidité, dans les avenues des transgressions, eh bien, on passe de ses propres qualités, des qualités intrinsèques, à toutes les transgressions sociales, économiques, spirituelles, etc. Et on passe d'un côté, d'une rive à l'autre, de la rive saine à la rive polluée. Voilà pourquoi l'ambition doit être un itinéraire propre, un itinéraire qui est viabilisé, c'est-à-dire un itinéraire qui est jalonné par les capacités et les valeurs intrinsèques de l'individu. Alors, d'après ce que vous êtes en train de me parler et de m'expliquer, c'est que l'ambition est uniquement réservée aux jeunes. Mais est-ce que l'ambition, c'est-à-dire les personnes un peu plus âgées, peuvent espérer avoir de l'ambition? Mais bien sûr. L'ambition est inachevée. Nous sommes insatiablement... nous sommes des insatiables d'ambition, et l'ambition n'est pas un bon de commande. L'ambition, c'est inné. Lorsque cette ambition s'installe dans nos synapses, dans nos propres représentations, dans les objectifs que nous visons, eh bien, cette ambition est permise, puisque nous n'avons aucune ambition lorsque nous naissons, parce que nous n'avons pas encore la raison et la maturité.
Mais dès lors que nous commençons à avoir la maturité, regardez ce qui se passe dans le cursus d'un grand professeur de médecine. C'est un étudiant, c'est un lycéen, Voilà, oui. il obtient son baccalauréat, il s'inscrit dans un cursus universitaire, il poursuit des études, il devient médecin généraliste. Mais qu'est-ce que c'est que tout cela, toutes ces étapes? Ce sont ses propres ambitions, jusqu'au moment où il passe de la théorie de l'enseignement à la théorie de l'apprentissage. Je sais, je fais. Tout ce que je sais, je le réinvestis dans une action, avec un verbe performatif. Je peux opérer, je peux greffer, je deviens chirurgien, je deviens quelqu'un qui peut sauver des vies, j'atteins mes ambitions, ce sont mes ambitions. Donc elle est permise jusqu'au dernier souffle. Très bien. Alors, vous me faites rappeler une chanson, d'ailleurs, d'un grand artiste. Quand il dit sur l'amour, surtout, c'est une chanson qui parle de l'amour, justement, de 7 à 77 ans. C'est-à-dire, on peut aimer à un très jeune âge, comme on peut aimer à un âge très avancé. Alors, et je reviens vers vous maintenant, là, c'est que ce n'est pas votre premier roman déjà. Comment, on va dire, vous qualifiez Ambition et Félonie par rapport à vos ouvrages que vous avez déjà écrits? Oui, c'est le 13e ouvrage. Est-ce que vous êtes en mesure d'une auto-évaluation ou une autocritique? Ah, vous savez, parler de soi, c'est extrêmement difficile. Difficile, effectivement. C'est très difficile. J'ose dire. Mais il y a des personnes qui disent je, hein, avec le jeu. Hein. Avec le jeu, il ne faut pas trop jouer. Effectivement, alors il ne faut pas trop jouer avec le jeu. Hein. Attention. Alors, c'est le 13e roman. Mes romans ont pour substrat... D'ailleurs, on vous a reçu dans plusieurs occasions. Oui, mes romans ont pour substrat l'authenticité, le vécu. Et si, lorsque vous lirez ce livre, ce roman, vous vous apercevrez que tout ce qui est dit peut être vécu. Et il y a ici de l'authenticité, du vécu. Si vous permettez, je vous lis quelques titres de chapitres. Quelques titres de chapitres, au hasard. Oui. Au hasard. Oui. La mère, le fils et la mégère. Ouh là là. La mère, le fils et la mégère. Et la mégère, oui. Voici une maman qui a un fils universitaire, oui, qui a choisi de succéder à son père et qui habite la campagne, dans une ferme, avec sa maman. Qui arrive dans toutes les familles algériennes, d'ailleurs. Voilà. Et il y a une mégère. C'est la cousine de sa mère. Il y a toujours une mégère quelque part. Et hein. la mégère, elle a une ambition. Ah bah oui. C'est marier son neveu à Avec celle qu'elle voudrait choisir. Et ben voilà. Voilà C'est un mariage d'intérêt, quoi. Mais l'ambition est intérêt. Bien sûr. L'ambition est intérêt. Effectivement. Première lettre à Mérine. Mérine est un personnage, c'est une secrétaire. C'est une secrétaire qui a beaucoup de qualités. Oui. Et qui est polyvalente parce qu'elle est polyglotte, elle parle plusieurs langues et elle a fait des études et elle est choisie comme secrétaire d'un grand patron qui la sollicite pour prendre en charge son secrétariat. Mais Mérine est ambitieuse. Eh oui. Elle veut le beurre. L'argent du beurre et la crémière. Et l'argent du beurre. Oui. Là, ce n'est pas la crémière, c'est le crémier. Ah ben voilà.
Ben voilà. Alors, il y a plein. Alors là, vous allez rire parce qu'il y a Boudebza et Boudebza et Bouketba. Et Bouketba, exactement, oui. Alors, C'est ce que Boudebza je et Bouketba. Boudebza, donc certainement, ils se disputent beaucoup. Alors, Bouketba, c'est donc le mensonge. Le menteur, voilà. Et Boudebza, c'est celui qui se réveille et qui C'est moi le plus fort. aimerait faire une rétroaction. Parce que ce sont deux personnages qui appartiennent au même clan, Voilà. un clan de M. Flem, et l'un continue à adorer M. Flem et à essuyer le tableau de ses erreurs. Oui. C'est Bouketba qui continue à entretenir le mensonge, Oui. et Boudebza, celui qui s'est réveillé et qui a noté les transgressions de ce clan et qui veut se racheter. Et là, bien entendu, c'est le clan de M. Flem. Effectivement. Eh bien, pensez qui est M. Flem. Alors, à travers votre intervention, c'est que je me suis complètement plongée dans cette histoire, en imaginant même les personnages, comment ils sont habillés. Donc, moi, je pense que vous avez vraiment réussi ce roman en tant que lectrice. Vous l'avez vraiment réussi puisque vous m'aviez, franchement, pour les personnes qui l'ont lu, certainement, ils vont avoir le même avis, c'est qu'ils se sont plongés dans cette histoire. Ils ont même imaginé les faits vestimentaires, les maisons, les clans, les discussions, l'ambition en elle-même. D'ailleurs, ils l'ont vécu à travers ces personnages, à travers l'histoire de ce roman. Donc, ça fait vraiment plaisir de vous recevoir dans ce plateau de Bonjour d'Algérie. Merci. Donc, le premier, c'est le 3 janvier. Merci. Donc, bonne réussite à ce roman déjà. Donc, c'est Ambition et Félonie de l'écrivain Omar Kazitani. Merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de commencer cette nouvelle année avec un tel roman. Donc, vous avez toujours l'opportunité de l'acheter. On le trouve dans les librairies, bien sûr. Les librairies ici à Oran, À Oran. oui, Ben Halima, oui. Très bien. Alors, pour les personnes qui sont loin, qui habitent loin d'Oran, dans des villes un peu lointaines, donc quand vous... Oui, ça leur fera un joli voyage à Oran. Hein. Ben voilà, on est toujours en vacances. Et on est toujours en vacances. Le théâtre régional d'Oran Abdelkader Alloula, alors lui, il a programmé, il a fait un très joli programme enfant, justement, pour la pièce de Pichou. Eh bien, lecture, Salim Skandar, on se retrouve juste après. C'est dans une ambiance festive et juvénile qu'a eu lieu le spectacle plein de couleurs et d'animation Pichou, une pièce théâtrale qui a diverti les quelques 800 bambins présents au théâtre régional d'Oran. اليوم اللي جيت المسرحية تاع بيتشو عجبني وعجبتني من بداو الأميرات. في الأميرات عجبتني الأميرة ياسمين ركضت غاية ولقطات تاع سبيدر مان ولوفي. راني فرحانة اليوم كي جيت المسرح وتلاقيت بالأميرات وبيتشو. عجبني بزاف وضحكنا وكنا عاودها نقدر رجعوا. بيتشو ضحكني بزاف. والله يعطيه الصحة. اليوم جيت للمسرح وعجبني العرض تاع بيتشو والأميرات. C'est tout le temps en train d'étudier au gars. Donc c'est un moment où on doit profiter باش ils se défoulent. Même حنا on se défoule معاهم. لا والأطفال ما شاء الله عجبتهم الأولاد. ما شاء الله فرحوا ودرنا لهم الخاطر تاعهم. Les chorégraphies de danse et les gestes burlesques ont séduit le public, lequel a interagi avec le spectacle et a chanté à l'unisson des chants en hommage à la Palestine. تحياتي لأطفال فلسطين ولا ننساهم أبدا. نظمنا عرض مسرحي موجه للأطفال تحت عنوان الأمير بيتشو الأول، والمضمون المسرحية تحكي على الأميرات وتحكي على الأمير وكيفاش يقدموا الرقصات، وكان فيها جو من البهجة وجو من الفرح. كان عندنا تفاعل من عند الأطفال وجا بزاف، كان كاين جمهور غفير. لعبنا باش نرسموا البهجة والفرحة في وجوه
دراري صغار وكان بليزير بزاف كبير. البرنامج متنوع، فيه عروض مسرحية، فيه بهلوان، فيه ميمو وفرقته، فيه بيتشو، فيه النحلة، فيه بينوكيو، كلها عروض مقدمة للأطفال. Les manifestations culturelles au théâtre régional d'Oran se poursuivront tout au long des vacances d'hiver, au grand bonheur des Bambins. Eh bien voilà, Pichou était là et il est présent au Théâtre Régional d'Oran tous les jours à 18h. Eh bien, comme on est le 3 janvier, le premier mercredi du mois, de la première semaine du mois de janvier de l'année 2024, eh bien nous, on la commence en beauté, avec de la beauté, avec la médecine esthétique et la médecine anti-âge, avec Dr Siham Ben Asma. C'est toujours un plaisir de la recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Bonjour. Bonjour Imen. Ça va? Très bien, merci. Vous allez bien? Alhamdoulilah. Vous avez ramené un brin de beauté avec vous. C'est gentil, merci. Très bien. Alors, on va parler un petit peu de la médecine esthétique et la médecine anti-âge. Donc, qu'est-ce que la médecine anti-âge? Comment pouvoir freiner le vieillissement alors que tout le monde est en train de courir derrière cette question qui est très importante? Et en quoi consiste la médecine anti-âge? Alors effectivement, la médecine anti-âge s'inscrit dans une logique de l'évolution des civilisations, puisqu'aujourd'hui, on vit plus longtemps et on a envie de bien vieillir. Alors, la médecine anti-âge, qui ne devrait plus s'appeler anti-âge, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est un leurre que de vouloir bloquer le temps. C'est un processus physiologique qui doit être accepté, qui doit être vécu, mais qui doit être bien vécu. Donc ce mot... Il faut bien vieillir. Il faut bien vieillir. Donc ce mot est remplacé par la médecine pro-âge, c'est-à-dire l'accompagnement du processus de vieillissement. Donc qui va consister en ce qu'a défini l'OMS comme état de bonne santé, c'est-à-dire l'homéostasie interne et l'homéostasie externe. Donc la médecine pro-âge, anciennement anti-âge, c'est cet accompagnement aussi bien sur le plan métabolique grâce à la nutrition, la micronutrition, donc vraiment tout ce qui est interne, et l'apparence. Alors cette apparence-là ne doit pas se résumer qu'à la prise en charge du processus de vieillissement, donc tout ce qui est rides et autres, mais ça s'intéresse beaucoup à tout ce qui est réparation de séquelles qu'on a pu avoir, de brûlures, de séquelles d'acné, donc dans de la réparation. Tout ça pour améliorer un confort, pour apporter un confort aux patients, pour lever un petit peu cette... Un bien-être. Pour le bien-être, absolument, et pour lever aussi... Et surtout pour le bien-être moral, par contre. C'est ça, c'est le préjudice moral. C'est quand on examine le patient sur cette balance-là, c'est ce qu'on va évaluer, c'est le préjudice moral de telle ou telle affection. Et on va être là pour l'accompagner de différents moyens. Très bien. Alors, quels sont les différents champs d'action dans la médecine esthétique? Alors, ça commence très tôt. Comment elle peut agir? Elle peut agir très tôt chez l'adolescent, via la nutrition et la micronutrition, chez l'enfant qui est en surpoids, chez l'adulte, chez la femme enceinte, la femme allaitante, chez la personne âgée. Ensuite, on va pouvoir s'intéresser aussi aux personnes qui commencent aux jeunes filles, aux jeunes adolescents qui commencent à présenter de l'acné. Donc, on ne se substitue pas au dermatologue puisque l'acné est une pathologie, donc un traitement médical doit être là, mais on vient consolider grâce à des LED, grâce à de la mésothérapie, d'autres techniques pour essayer d'écourter le temps thérapeutique et d'améliorer les conditions. On va s'intéresser aussi, comme je vous le disais, aux personnes qui ont eu dans l'enfance des séquelles de brûlures, enfin des brûlures et qui présentent des cicatrices de brûlures. On va pouvoir agir assez tôt, des cicatrices chirurgicales à tout âge. On va pouvoir agir sur les personnes aussi, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, ce sont les enfants qui sont nés avec des fentes vélo-palatines, vous savez, les fentes labiales. D'ailleurs, on va voir ça à travers des images. Est-ce qu'on peut avoir des images, s'il vous plaît? Alors ça, non. C'est une dame qui a été mal injectée sur le côté gauche, donc j'ai résorbé l'acide hyaluronique sur le côté gauche pour avoir plus d'harmonie. Ah ben oui, parce qu'avoir une telle cicatrice, on ne peut pas sortir comme ça. Exactement. C'était pas très joli. Non. Alors non, on n'est pas dans les cicatrices, on est dans la médecine. Non, ce n'est pas ça. Alors, on a des images, s'il vous plaît, il faut visionner. Non. On a des images sur les cicatrices, justement, de brûlures. Alors, il faut... Voilà. Il faut voir un petit peu pour nous montrer un petit peu ces images. Voilà, de brûlures qui ont été rectifiées par Dr Ben Asma, s'il vous plaît. Voilà. Oui, voilà, ça c'est un cas de brûlure dans l'enfance. Alors ça c'est un accident domestique très fréquent, elle a été bouillantée, voilà. Simplement. Donc des cicatrices, vous voyez là, rétractiles, un aspect foncé. Donc là il y a eu du laser, beaucoup de laser. Il y a eu 3 séances il me semble. Voilà, il y a d'autres aussi
il y a une autre, justement, une brûlure très, très, très accentuée. Non. Ceci aussi, là, ce sont des cicatrices d'acné. Voilà. Des cicatrices d'acné, voilà, qui ont été également traitées par radiofréquence à micro-aiguille et laser CO2. Toutes ces cicatrices, vous voyez, c'est des préjudices juste extraordinaires sur le plan moral. Il y a aussi d'autres images, alors de brûlures très, très, très... Alors, essayez un petit peu de nous les faire passer. Merci. Les aléas du direct. Voilà, bah oui, les aléas du direct, c'est ça. Hein. Très bien. Donc, on parlait de... Donc voilà les différents champs d'action de la médecine esthétique en fonction des âges et du genre et des séquelles qui peuvent exister. Donc brûlures, les fentes, je vous disais, vélo-palatines, ce sont des enfants qui naissent avec une malformation. Donc voilà, c'est des enfants qui sont opérés très tôt. Comme on dit, comme on l'appelle, le bec de lièvre. Exactement. Et donc la réparation chirurgicale se fait très tôt, mais le préjudice esthétique est là. Donc grâce au laser, grâce aux techniques, différentes techniques combinées en médecine esthétique, on arrive quand même à redonner un aspect beaucoup plus esthétique. Voilà. Très bien. Alors, les produits utilisés afin de... voilà. Très bien. Donc, on revient vers les brûlures, c'est ça? Oui, c'est toujours le cas de brûlures, effectivement. Voilà. Moi, je les ai sur mon téléphone. Mais le problème, c'est que je ne peux pas... C'est-à-dire, ça ne va pas... Alors... Si, en principe, normalement, oui. Normalement, oui. D'accord. Voilà. Voilà. Voilà, très bien. Donc, voilà, très bien. Donc, on continue. Alors, donc, vous faites la réparation aussi, justement, avec des produits. Alors, quels sont ces produits utilisés afin de réparer ces imperfections, on va dire, si j'ose dire? Alors, pour tout ce qui est brûlure, cicatrices d'acné, on n'est pas sur des produits, on est plus sur des machines, donc des techniques d'appareillage, que ce soit des lasers, généralement ce sont les lasers, des techniques aussi mécaniques de subcision, des radiofréquences. Donc ça, c'est pour traiter les cicatrices. On peut avoir recours aussi à des peelings. Après, les produits qu'on peut utiliser en injectable, là, c'est quand on va être soit dans de la prévention, alors ça, c'est des injections de nanofat. Voilà. Alors ça, c'est ça, c'est un produit autologue, c'est un produit, c'est la graisse de la personne. Oui, oui, c'est un prélèvement de graisse qu'on a filtré. Et puis, grâce à un petit cube qu'on appelle le lipocube, on va pouvoir extraire des nanofats. Donc, c'est une émulsion de graisse la plus fine possible, qui est un puissant biorevitalisant, en fait. On est dans la médecine autologue. C'est-à-dire que la médecine esthétique, aujourd'hui, par rapport aux produits, justement, qui, bien que chez un médecin, on aille choisir des produits labo certifiés, contrôlés, ça reste des produits quand même fabriqués dans des usines. Donc, aujourd'hui, on se retourne plus vers le bio, plus vers l'autologue. Et donc, grâce à des prélèvements de graisse, parce que notre propre graisse contient des cellules souches, donc il suffit de les extraire et de les réinjecter pour avoir des processus de renouvellement cellulaire juste extraordinaires. Eh bien, voilà, c'est que ça avance. Hein. Ça avance rapide, énormément, oui. Là, la médecine esthétique se tourne plus vers tout ce qui va être autologue, au détriment de... Voilà. Alors, on ne peut pas parler... Justement, alors, et cette image... Ça, c'est un comblement des lèvres. Donc là, c'était une patiente désireuse d'avoir une augmentation au niveau des lèvres. Là, ce qu'ils appellent la technique russe en ce moment, bon, voilà. C'est un peu la tendance. Eh ben, c'est tombé à point nommé, puisque... alors, on voit quand même, il y a des comblements de lèvres qui sont pour l'esthétique, justement. Alors, mais il y a des comblements de lèvres qui sont complètement... qui dégoulinent de partout, d'ailleurs... Oui, alors... Et ce n'est pas beau du tout. Alors, donc, déjà, il faut... Et ça tombe dans l'excès, justement. Justement, donc il y a quelque chose, il y a une notion à comprendre, c'est que la médecine esthétique, pour moi, doit répondre au HELP. Le H qui est l'harmonie, le E, l'embellissement, le L, la lumière, et le P de la prévention. C'est-à-dire que si on doit honorer ces 4 points, on ne tombe pas dans ce que vous êtes en train de décrire, qui est effectivement des disharmonies totales, des disgrâces finalement aux patients. Souvent, ces grosses bouches que vous pouvez voir sont dues à des injections qui sont à base de produits
initialement pour le corps. C'est quand on voit ce complément ça, qui c'est est tout léger. très léger. Le but, c'est pas de modifier la naturel. personne, le but, c'est juste d'embellir. L'identité de la personne doit être Effectivement. conservée. Voilà. Oui, continuez. Donc voilà, pour les produits, ce que je disais, c'est que dans les produits de comblement, dans la toxine botulique ou les produits de mésothérapie, ce qu'il faut faire attention, ce à quoi il faut faire attention, c'est la provenance des produits, c'est l'étiquette, c'est le laboratoire, d'accord. La médecine esthétique n'étant pas une médecine d'urgence ni obligatoire. C'est pas une médecine obligatoire. Donc c'est une médecine de confort, c'est une médecine bien qu'elle se soit vulgarisée, et c'est triste la manière dans laquelle elle se soit vulgarisée, c'est une médecine qui doit quand même rester, du moins pour les comblements, pour tout ce qui est juste embellissement. Si on y a recours, il faut s'assurer d'abord d'être chez un médecin et puis de voir les produits utilisés, des produits de laboratoire. Surtout parce que la majorité des personnes qui veulent des transformations sur leur visage, on va dire que ce soit le complément de rides ou alors de l'acide hyaluronique, voilà, ou alors le botox, ou alors c'est qu'elles partent souvent chez des personnes qui n'ont pas de formation médicale. Mais l'attrait, c'est le prix, parce que ce sont des injections qui sont faites à bas prix, où la marge pour ces personnes-là est grande, parce que ce sont des produits qu'on va trouver sur Internet, qu'on va trouver de provenance X, contenance X, et puis après on voit au cabinet arriver des personnes avec des phénomènes inflammatoires, elles se sont faites injecter des lèvres. Et puis ça gonfle, ça dégonfle, ça gonfle, ça dégonfle pendant 3-6 mois avec des granulums, des complications par la suite. Au final, parce qu'elles ont peut-être gagné, je ne sais pas, 3, 4, 5 000 dinars pour au final perdre combien après en réparation. Effectivement. C'est ça que je dis que c'est une médecine c'est pas une médecine nécessaire. Quand on parle d'embellissement, encore une fois, hein, pas quand on est dans la cicatrice, pas quand on est dans des séquelles. Mais il va falloir un petit peu lutter contre ces contrefaçons, on va dire déjà premièrement, parce que là, ça consiste c'est notre santé, c'est notre beauté, même si on n'est pas beau, bon, chacun se trouve beau. Mais il ne faut pas vraiment se transformer dans le sens où on va ressembler à un monstre, quoi. Parce que là, avoir des lèvres trop, je sais pas comment on appelle ça, franchement. Juste déformées. On peut pas, déformées carrément. On peut même pas dire autre chose. Donc, ou alors avec des rides où il y a une boule ici, et puis on se retrouve mais complètement avec une déformation. Ensuite, on part en courant chez un spécialiste, médecin spécialiste. Donc, le médecin, comment il va faire? Comment il va justement il ne fait plus grand-chose maintenant dans ces cas de figure. On en avait déjà parlé lors de la dernière émission. On ne fait plus grand-chose parce que sur le plan légal, nous ne sommes pas très protégés, dans le sens où, à partir du moment où on vient lever un processus de compression, où on vient soulager le patient, malgré des consentements éclairés, où on que l'injection, voilà où elle a été faite, qu'est-ce que nous avons fait pour prendre en charge la complication. Il se trouve que demain, sur le plan légal, nous sommes aussi, comme on nous appelle, moucharikin. Donc là, ce qu'on fait un peu tous maintenant, c'est l'orientation à l'hôpital. Ah bah oui. Voilà. Alors, une toute dernière question justement sur quel est le profil justement psychologique des patients qui viennent vous voir. Alors, comment vous arrivez justement à agir devant plusieurs profils psychologiques, parce que chaque personne a ses états d'âme, comme on dit. Alors ça, c'est toute la complexité de ce métier, parce que c'est vrai qu'on est confronté à plusieurs profils et qu'on doit être un petit peu... On doit sentir la chose, on doit arriver à analyser. Plus ça va, plus il y a ce que j'appelle une espèce d'intelligence dysmorphophobique, c'est-à-dire que il y a des profils de patientes qui tournent de médecin en médecin, de médecin en médecin, et quand on les reconnaît, elles changent de discours. Donc moi, au début, j'arrivais à les reconnaître facilement. Là, plus ça va, moins j'y arrive. Je ne sais pas pourquoi. Les profils sont différents, effectivement. Alors, il y a des personnes qui vont venir avec une demande claire, objective pour elles, objectif pour moi. Et là, c'est simple. Une personne qui vient avec une cicatrice, c'est une cicatrice qui est là. Je ne peux pas dire non, elle l'imagine. Le problème qui se pose actuellement, c'est que les réseaux ont fait que on a cette sacralisation de la beauté, on a ces espèces de dogmes, ces espèces de must be, et on voit pas que les jeunes, hein, on voit même des personnes plus âgées qui arrivent en consultation en disant, je pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On me dit, voilà mon visage, qu'est-ce qui ne va pas? Je réponds simplement, si vous n'arrivez pas à me dire ce qui ne va pas,
Eh oui. Moi, j'ai je une peux pas déformation. savoir. Si, on a une déformation professionnelle, c'est-à-dire on peut tout voir, mais le but n'est pas justement de mettre des complexes à cette dame. Donc, elle me dit, je suis normale? Je dis oui, complètement normal. C'est-à-dire que l'image de la personne est complètement biaisée par les réseaux. On dit que le nez doit être de telle manière, la bouche est de telle manière. Donc finalement, si j'ai pas une bouche qui ressemble à ça, si j'ai pas un nez qui ressemble à ça, je suis pas normale. Faut dire à quel point c'est profond. Elle voudrait ressembler à tel ou tel. Elle voudrait pas forcément, non. Pas tout le monde, non. Il y a des personnes qui ne savent plus. Elles ne savent plus si elles sont normales ou pas. C'est-à-dire que la normalité, aujourd'hui, n'est plus dans cette normalité de l'éducation qu'elle peut avoir dans sa vie de tous les jours, dans sa santé, sur le plan interne. Oui. Ça va être ce facteur supplémentaire, est-ce que je suis normale? Mais oui, vous êtes normale. On a le droit d'avoir des défauts, on a le droit d'avoir des dents pas alignées, on a le droit d'avoir des rides. C'est le but. Et puis, même dans cette recherche d'harmonie, il faut toujours voir visage, cou et main. C'est aberrant de vouloir avoir un visage tiré comme si on avait 20 ans et au final avoir un trou de 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a une logique à respecter. Et le rôle du médecin esthétique, parce qu'avant tout, il est médecin, et s'il veut honorer le serment d'Hippocrate, c'est bien de garder cette idée générale, c'est-à-dire primum non nocere. La première des choses, c'est ne pas nuire. Donc quelqu'un qui vient avec, sur le plan psychologique, vous savez, c'est comme le coiffeur. Quand ça va pas, on se dit, allez, je vais faire une coupe, ça ira mieux. Oui. Donc on ne doit pas être marchand de rêve, on doit rester et rassurer le patient. Quitte à ce qu'il ne fasse rien, le but n'est pas de soustraire de l'argent et ne pas profiter de cette situation non plus, où on peut finalement rajouter d'autres complexes à cette personne. Mais au final, est-ce qu'on a été médecin dans l'histoire? Non, on a juste été vendeur. Et c'est pas ça la médecine esthétique. D'ailleurs, on me pose la question, alors les coûts, les différents coûts, ça peut aller de à. Pour quelle prestation? Alors, pour quelle prestation? Messieurs, mesdames, est-ce que c'est la médecine esthétique actuellement, est-ce que c'est à la portée de tout le monde? C'est ce qu'on me pose comme question. Oui et non. Alors, pour ce qui est de l'injectable, de l'acide hyaluronique, alors les laboratoires sont à peu près alignés, je parle des bons laboratoires. Hein. Quand on ne prend pas de grande marge, nous, pour dire peu, très très peu, on va être sur à peu près du 35 000 dinars. Pour une seringue, souvent achetée à 32 000, 33 000 dinars. Voilà. Alors que, à contrario, quand on parlait des esthéticiennes, des produits pour le corps, où il y a 40 millilitres, qui peuvent faire 40 patients, sont achetés à 40 000 dinars, facturés entre 25 et 30 000 dinars, pour voir la marge. Donc, oui, c'est cher, mais c'est pas la marge du médecin qui est importante. C'est le produit. Oui. C'est le produit, effectivement, qui est cher. Pour tout ce qui est réparation, pour ma part, tout ce qui est accident, cicatrice de l'enfance, brûlure, pour pas dire gratuit, mais je prends pas beaucoup parce que j'estime que on peut redonner le sourire à cette personne. Elle aura tout le temps de revenir pour autre chose. Mais des préjudices comme ça physiques, malheureusement, ces machines n'existent pas à l'hôpital. Et c'est dommage parce que ça apporte tellement en termes de confort, d'amélioration sur le plan psychologique quand l'apparence est meilleure, que c'est dommage que ce ne soit pas gratuit à l'hôpital, ou pris en charge d'ailleurs par la sécurité sociale. C'est dommage. Alors, une toute dernière question pour clore tout ça. Alors, le laser. Dites-moi. On ne peut pas parler de médecine esthétique sans parler de laser. Oui. Alors, quels sont ces différents lasers dont on va dire, on court toutes et tous derrière ce laser qui fait soi-disant des miracles? Alors non, le laser ne fait pas de miracles, ça c'est une chose, parce que souvent les patients arrivent en disant oui, on a tout essayé, ça ne marche pas, donc on vient pour le laser. Comme si le laser serait baguette magique. Après une chirurgie, ils viennent avec leurs cicatrices, leurs fils, on va faire du laser pour la faire disparaître. On nous a dit que non, dans certains cas, c'est vrai que le laser apporte énormément. Oui, mais il y a différents médecins qui disent il vous faut le laser. Le laser, c'est comme si le laser, pratique du laser, c'est miraculeux. C'est ça. Alors, ça peut l'être dans certains cas, oui. Maintenant, à quel moment on doit agir, à quel moment on doit prendre en charge cette cicatrice? Là, c'est vraiment le médecin qui doit poser le diagnostic du moment auquel il doit intervenir. Voilà. Après, le laser, c'est très vaste. Alors, il y a plusieurs types de lasers. Le laser, c'est une lumière qui va avoir une cible précise. C'est pour ça qu'il y a autant de lasers. On va avoir des lasers épilatoires, des lasers vasculaires, des lasers CO2, des lasers de détatouage, des lasers pour tout ce qui est pigmentaire. Vous voyez, donc énormément de lasers. Dans tous ces lasers, il y a des lasers performants, quand c'est du laser, et puis il va y avoir des appellations d'appareillage. Voilà. Où ça va s'appeler laser. Qu'on trouve un peu partout. Dans et dans des salons d'esthétique, par exemple. Oui, pas que. Et ça s'appellera laser. Voilà.
Voilà. Donc là, il faut maintenant, l'accès à Internet permet aux gens de voir sur Internet et de vraiment essayer de demander quelle marque de laser, est-ce que c'est un laser, et faire leur petite recherche là-dessus. Et de préférence, s'adresser à un médecin, surtout un médecin qui a fait une longue formation. Parce que les médecins, quand ils font 7 années, plus une spécialité, plus, et ça, on va dire 12 à 13 ans d'études, ils ne s'arrêtent pas de se former, de se remettre à niveau. C'est pas de la rigolade. Donc, ce n'est pas une formation de 3 mois. Voilà. Donc, j'ai rien à dire sur ça. Mais il faut y aller voir le médecin, consulter. Peut-être qu'on n'a rien, peut-être qu'on n'a pas besoin de cette transformation, peut-être que vous êtes belle et vous êtes beau. Donc, il faut essayer de s'accepter tel qu'on est. Voilà, et manger de la pamplemousse. Et c'est bien fait. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, Imen. Merci à très pour bientôt, l'invitation. Inch'Allah, afin d'intervenir dans d'autres questions sur la médecine esthétique. Le pamplemousse, et c'est bien fait. On se retrouve juste après. Issu du croisement entre le citron et d'une orange de Chine, était alors immangeable, mais on lui soupçonnait déjà des vertus médicinales importantes. Le pamplemousse fut découvert en Jamaïque en 1800 par des Hollandais. Le pamplemousse recèle un grand nombre de bienfaits. Réduit le cholestérol, une consommation de 2 pamplemousses par jour aurait des propriétés de diminuer les taux de cholestérol et de triglycérides sanguins. Possède aussi des propriétés anti-inflammatoires, détient aussi un pouvoir antiglycémique, permet de lutter contre l'obésité, car consommer un demi-pamplemousse par jour avant chaque repas pendant 12 semaines entraînerait une perte de poids importante. Alors bon pour la peau. Tout comme le citron et l'orange, le pamplemousse est excellent pour la peau. Un puissant antioxydant, réduit les risques du cancer. Par contre, faire très attention. La consommation de pamplemousse est formellement contre-indiquée avec certains médicaments traitant l'hypertension artérielle, certains médicaments anti-rejet ou contre l'anxiété. Donc, médicaments et jus de pamplemousse ne font pas du tout bon ménage. Le pamplemousse est un agrume qui se concrétise par sa légère amertume, est riche en vitamine C et en antioxydants, parfait pour affronter le climat hivernal. Apprécié pour sa fraîcheur et son goût légèrement acidulé qui se marie parfaitement avec les viandes et les fruits de mer. Oh là là, mais comment choisir le pamplemousse? Il doit avoir une peau lisse et bien ferme. Si sa peau possède des marques rosées, est très parfumé et juteux. Un pamplemousse assez lourd est également le signe d'un fruit très juteux. Mais évitez les pamplemousses dont la peau est terne et flétrie. Ils sont déshydratés et leur jus sera très amer. Oh là là, mais comment conserver le pamplemousse? Eh bien, le pamplemousse se conserve une semaine à l'air ambiant, 1 mois dans le bac à légumes du réfrigérateur. Et vous pouvez même congeler le pamplemousse, soit entier, après l'avoir pelé, soit en jus. Enfin, mais comment cuisiner et déguster le pamplemousse? En jus de fruits, en entrée, en plat et en dessert. Il se marie très bien avec la volaille, les fruits de mer, crevettes et poissons. En dessert, le pamplemousse est très léger, où on peut saupoudrer de sucre ou de cassonade. On peut aussi le griller juste quelques minutes au four. Peut-être ajouter dans une salade de fruits ou on peut en faire de la confiture et un carré de bonnes pâtes de fruits.
Ah ben, j'adore ce fruit. D'ailleurs, surtout celui qui est rose, quoi. Le fruit rose à l'intérieur. D'ailleurs, où on en trouve actuellement, c'est plus un truc très rare, on va dire, mais qu'on trouve chez les vendeurs de légumes et fruits. Eh bien, quand on parle de pamplemousse, on parle aussi de la nutrition du sportif, alors qui améliore la performance athlétique, elle réduit la fatigue, justement, et le risque de maladie et de blessures aussi, permet aux athlètes d'optimiser l'entraînement. Et bien tout cela, c'est avec Dr Feriel Merzouk. Alors on s'est habitué à vous. Bonjour. Notre nutritionniste. Bonjour. Merci. Ça va? Ça va et vous? Vous allez bien? Parfait, merci. Une bonne année, meilleurs vœux. Merci à vous aussi et au peuple algérien de façon générale. Très bien. Voilà. Alors, les bases de l'alimentation du sportif. Alors, lorsqu'on parle d'alimentation du sportif, un sportif de haut niveau. Oui, bien sûr. Voilà. On va miser plutôt sur les glucides. On est justement aux portes de la Coupe d'Afrique. Tout à fait. En Côte d'Ivoire. Tout à fait, exactement. Donc, on va miser sur les glucides. Mais les bonnes sources de glucides. Ça ne va pas être de la pâtisserie, des bonbons. Et, voilà. Bah oui. Les bons glucides, donc... je cite donc quelques exemples, par exemple la pomme de terre, la patate douce, les pâtes, le pain, les céréales complètes, l'avoine. Donc ça va permettre de donner de l'énergie et de permettre de faire une bonne séance et d'avoir assez d'énergie donc pour finir la séance. Aussi, on va avoir des viandes maigres, donc de bonnes sources de protéines à base de viande maigre. Par exemple, ça va être les œufs, la volaille, le poisson, d'accord? On va aller vers les viandes les plus maigres possibles pour ne pas avoir une prise de gras. Et puis, on aura aussi les bonnes sources de gras et il faut limiter le gras. Donc, par exemple, ça va être l'huile d'olive, les fruits secs, l'avocat, voilà, toute source, un peu de sardine aussi, ça peut être bien, d'accord? C'est très riche en oméga 3, tout à fait. Et puis, bien sûr... Une bonne sardine grillée. Pourquoi avec pas, du citron. Oui, ou bien au four, ça avec donne la envie, tomate. Ben voilà, une belle assiette, c'est ça, non? Tout à fait, exactement, mais incomplète. Alors, on n'a pas de glucides et on n'a pas de fruits ni de produits laitiers. Très bien. Ça c'est pour une sèche, au fait. Parce que c'est quand la personne veut perdre du poids et développer la masse musculaire. On va commencer d'abord par sécher et après on mise sur le développement donc, de la masse musculaire. Donc c'est pour ça que ça reste quand même une petite assiette. Mais après, donc, lorsqu'on parle d'un sportif de haut niveau qui fait de l'exercice donc assez intense, là on va avoir besoin de beaucoup plus que l'exemple donné, d'accord? On aura justement aussi... donc je cite un exemple d'assiette par exemple, donc il y aura une bonne viande, d'accord, par exemple des escalopes ou bien du poulet, parce que c'est le plus riche en protéines. Aussi des légumes bien sûr pour les micronutriments, donc à savoir les vitamines, les sels minéraux, les fibres, etc. Et un fruit, parce qu'on a besoin de sucre aussi, et une portion. Donc, alors quand vous nous dites fruits, parce qu'il y a des fruits très sucrés, il y a d'autres qui sont moins sucrés. Alors, vous conseillez quel fruit pour un sportif de haut niveau? L'avantage, c'est qu'il peut se permettre justement de prendre un fruit qui est assez sucré. Parce qu'il va tout perdre dans... Tout à fait, et il en aura besoin justement pendant sa séance. D'accord? Donc, il peut prendre de la banane, par exemple, et puis ça dépend à quel moment aussi. C'est très important. Donc, si son entraînement va se faire 3 à 4 heures après les repas. Donc, il est conseillé de prendre, par exemple, une banane 1 heure avant l'activité physique. Voilà, c'est-à-dire qu'il prend son repas le plus normalement du monde, 3 à 4 heures avant l'entraînement, et puis 1 heure avant l'exercice, il prend par exemple une banane ou un yaourt, un grec, il n'y a pas de problème. Par contre, bon, il est rare, il n'est pas conseillé, c'est-à-dire de pratiquer l'activité physique tout juste après le repas, parce qu'il est toujours en phase de... Il faut attendre un petit peu? Tout à fait, oui. Il faut attendre combien de temps? 3 heures environ. 3 heures? Oui, pour qu'une bonne digestion se fasse. Une très bonne digestion. Sinon, il va se sentir assez lourd. Donc voilà, et puis ne pas oublier bien sûr une bonne hydratation. De l'eau? Oui, de l'eau, ou bien des tisanes, ou bien... Ou alors de l'eau citronnée?
Oui, pourquoi pas. Sans sucre ou alors sucré? C'est toujours le même exemple, donc ça dépend. Si c'est avant l'exercice, il peut prendre de l'eau sucrée, hein, par exemple un petit mojito fait maison, bien sûr, sans boisson gazeuse ajoutée, ou bien un jus de fruits pressé. De l'eau gazeuse avec un jus de citron, avec un peu Je préfère éviter les gaz. Ah d'accord. Non, de l'eau gazeuse naturelle. Naturelle, d'accord, très bien. Oui. Sinon de l'eau plate, carrément. Pourquoi c'est beaucoup mieux d'ailleurs. Hein. Tout à fait, exactement. Mais ça dépend au fait des besoins donc, du sportif. Voilà. Donc ça, c'était pour les bases de l'alimentation. De l'alimentation. Et les bienfaits d'une bonne alimentation, bien sûr. Donc ça reflète justement sur notre vie quotidienne généralement et surtout pour un sportif de haut niveau. Tout à fait. Ça se sent et ça se voit d'ailleurs. Tout à fait, ça va lui permettre justement d'avoir la bonne énergie nécessaire pour faire une bonne séance de sport, d'éviter tout ce qui est fonte musculaire, anémie, hypoglycémie, les étourdissements et tous les inconvénients donc, que peut provoquer une mauvaise alimentation. Aussi, donc ça lui permettra de faire une activité donc, de bonne qualité, d'endurance et de réduire le temps de récupération aussi. Ça sera plus intéressant pour lui, il pourra faire c'est-à-dire de meilleurs exercices avec le nombre de séries sera plus élevé. Alors ça, c'est pour l'alimentation. Alors, est-ce qu'un sportif de haut niveau peut, on va dire, faire un régime? Qu'entendez-vous par un régime? Un régime pour perdre du poids. Des fois, il nécessite de perdre du poids. Bien sûr. Mais comment il doit procéder? Parce qu'un sportif de haut niveau, c'est pas comme nous, on va dire, j'ai envie de perdre du poids, donc je peux me priver de ça, de sucre, de gras et ainsi de suite. Oui. Mais lui, il en a besoin parce qu'il fait beaucoup plus d'exercices physiques que moi, on va dire. Donc moi, au pire, je vais marcher un petit peu, ensuite rentrer chez moi, etc. Donc lui, non. Lui, il va faire des exercices, il va se préparer, il va courir, Donc, quel est le régime adapté à ces sportifs? Alors, ça dépend de son métabolisme et puis donc de ses besoins énergétiques. Tout dépend de la fréquence à laquelle il va faire le sport. Parce que c'est très important de manger selon son métabolisme de base déjà et ses besoins énergétiques. C'est-à-dire que tous les régimes ne vont pas à tout le monde, encore moins pour un sportif. Donc il lui faudra consommer, oui, beaucoup plus que vous et moi, par exemple, si on parle d'un régime de haut niveau, d'un sportif, pardon, de haut niveau, et son régime sera... de haut niveau aussi. De toute façon, il faut toujours un régime de haut niveau pour un sportif de haut niveau. Tout à fait, et ces quantités seront beaucoup plus importantes qu'une personne donc il voudra juste mincir comme ça, juste pour la forme, d'accord? Parce que justement, il va se dépenser et on doit prendre en considération les besoins énergétiques. Voilà, donc du sportif. Mais généralement, il aura, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, protéines, légumes, céréales et féculents, c'est très très important, d'accord? Voilà. Et puis... Bien sûr, en petite quantité, c'est ça? Justement, ça se joue en quantité, oui. Quand on veut perdre, oui, on diminue, mais après, lorsqu'on veut développer la masse musculaire, forcément, on est obligé d'augmenter. Alors, des recommandations alimentaires pour ces sportifs? Alors, déjà, il faut être à l'écoute de son corps, c'est très important. Et puis, couvrir ses besoins énergétiques, c'est aussi très important parce qu'il y a beaucoup de fausses idées qui disent que voilà, lorsqu'on veut perdre du poids, on doit réduire la quantité ou bien les aliments dans l'assiette. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, il faut toujours se référer selon les besoins énergétiques de chacun. Aussi, il faut avoir une collation avant l'entraînement. Donc, soit prendre un fruit ou bien un scoop de BCA, pourquoi pas, ou bien un petit yaourt. Voilà. Pendant l'entraînement, il faut bien s'hydrater, c'est très important. Et après l'entraînement, il pourrait par exemple prendre des protéines ou bien de la whey, pourquoi pas, et une source donc de céréales ou de féculents, par exemple du riz, de l'avoine. Voilà. Très bien. C'est pas un problème. De bons conseils de notre nutritionniste Feriel Merzouk. Donc c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie avec notre sujet prochainement, Inch'Allah, toujours dans la nutrition et manger, bouger et surtout marcher
et faire du tourisme. Je vous laisse avec ce sujet. Signé Salim Skandar, on se retrouve juste après. S'informer sur les technologies et les techniques pour faire la promotion touristique et consolider les acquis en termes d'infrastructures et du patrimoine architectural, ainsi que les enjeux à l'ère numérique. Telle est la thématique du colloque international organisé par la faculté d'architecture et de génie civil. أهمية الملتقى هو استعمال التكنولوجيا الرقمية في تطوير وترويج السياحة. الاستفادة من خبرة خبراء دوليين وخبراء وطنيين من مختلف الجامعات الوطنية. الجزائر تسخى بتراث عالمي يجب الاستثمار فيه وتسويقه. L'important potentiel touristique de l'Algérie ainsi que son riche patrimoine, notamment architectural, invite les spécialistes du secteur à penser une politique d'un développement durable du tourisme en s'appuyant sur les technologies digitales. L'intégration, l'immersion des touristes dans la culture et dans le patrimoine d'un pays, plus qu'un tourisme de masse. هذا الموضوع هام جدا في مجال تطوير السياحة والصناعة التقليدية باعتبار نحن نعيش عصر الرقمنة عصر التكنولوجيات الحديثة التي لا يمكن أن نستغني عنها. Le colloque n'est toutefois que le prélude d'une longue série de manifestations scientifiques ayant pour but d'encourager l'industrie culturelle et touristique. في ميادين الحروب في مسار الحق حرة في لواهب الخطوب يا فخر القلوب في ميادين الحروب في مسار الحق حرة في لواهب الخطوب أنت رمز للشهامة أنت للأقصى دروب والمروة في رجالك رمز أحرار الشعوب أنت رمز للشهامة أنت للأقصى دروب والمروة في رجالك رمز أحرار الشعوب والعدو عاذب فساده صار في الدنيا غروب ضاع في نزوة غروره والعدو بات في هروب والعدو عاذب فساده صار في الدنيا غروب ضاع في نزوة غروره والعدو بات في هروب يا فخر القلوب في ميادين الحروب في مسار الحق حرة في لواهب الخطوب يا فخر القلوب في ميادين الحروب. On commence l'année avec, on va dire, la beauté. On l'a commencé avec M. Omar Kazitani qui nous a présenté son roman. Donc, Ambition et Félonie. La médecine esthétique est là maintenant dernière ligne droite des fleurs et des plantes d'intérieur et d'extérieur et le métier de fleuriste, c'est ce qu'on va découvrir avec notre invité. Alors aujourd'hui, je vais casser, les bases de la galanterie et aujourd'hui, je vais commencer par un homme qui est venu nous présenter ses compositions florales. Son métier surtout, parce que là, une très très belle rose, et elle est rose. Hein? Donc, avec Monsieur Salah Abdelkader Jalil dans la création florale. Oui, bonjour. C'est pour présenter le métier de fleuriste que je suis venu aujourd'hui. Oui. L'art floral. Bonjour et bonne année. Merci beaucoup également. Alors on attend un petit peu afin de présenter notre invité aussi, Bonjour qui est venu nous année. présenter justement alors des bijoux et pas n'importe quel bijou puisque ce sont des bijoux qui accompagnent nos tenues traditionnelles. Alors bonjour et c'est Madame Imen Ouadah qui est présente avec nous. Bonjour. Bonjour, Ça bonne va année, meilleurs vœux. Merci à vous également. Merci, Pas merci. trop stressé Ça va, ça y est, c'est bon. Ça va très bien. Très bien. Merci. Marhaba bikoum. Merci. Très bien. Alors, on commence par les fleurs. Très bien. Eh bien, on commence par les fleurs puisqu'on commence l'année toujours avec une chose sucrée, on va dire, des gâteaux. Et bien sûr, nous, on commence avec des compositions florales. Ça va Oui, Depuis ça quand vous êtes dans ce métier de fleuriste? Je suis dans le domaine depuis 6 ans et 3 ans à mon propre compte. Et vous avez fait une formation? Personnellement, genre chez moi, c'est inné. J'ai toujours baigné dans les plantes et l'art floral. J'ai fait quelques formations à l'étranger, mais j'ai commencé franchement, vu que c'était une passion, donc j'ai commencé en suivant des tutos, etc. D'ailleurs, on voit juste à ma gauche ici, je ne sais pas si nos caméramans
vont nous montrer justement cette belle composition florale. Alors c'est pour le Bonjour d'Algérie, pour l'occasion du plateau. Donc parlez-nous un petit peu de cette belle composition, parce que là on trouve des roses, des roses roses avec du blanc. On trouve aussi des fleurs, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est des chrysanthèmes et une fleur de lys qui est tout en haut. Ah ben voilà, oui, Voilà. effectivement. Alors comment vous avez fait pour composer ce bouquet? Alors ce modèle précisément a été réalisé pour un mariage qui aura lieu aujourd'hui. On a réalisé 35 centres de table de ce type pour mettre sur les tables à la salle. Et tout naît de la discussion avec le client. Ah d'accord, donc vous faites un entretien. Exactement. Avant de... Ah, c'est pour ça que vous m'aviez fait un entretien avant. Exactement. Oui, effectivement. D'ailleurs, je souligne ça à nos chers amis téléspectateurs qui nous suivent et qui suivent tout le temps les Bonjours d'Algérie. Eh bien, il m'a fait tout un questionnaire, en fait, au point où lui envoyait même une photo du plateau et bien sûr la couleur justement des fauteuils et ça tout. se marie très bien. Et ça se marie très bien avec les couleurs du plateau. Oui, c'était un entretien floral. Oui, exactement. C'est comme ça que ça marche. On est également spécialisé dans la vente des bouquets pour nos clients qui sont à l'international. Ils nous contactent et on s'occupe de tout, de la livraison. Ah, très bien. On fait les mariages. Ah, très bien. Oui. Alors, bon, je reviendrai vers vous. Alors là, c'est à vous que je m'adresse, Iman Wadah. Donc, vous êtes dans la fabrication et dans la création de bougies. Alors, parlez-nous un petit peu votre histoire avec les bougies. Les bijoux. Les bijoux. Oui. Avec les bijoux et surtout que vous faites de la création de bijoux traditionnels, parce que là, on voit des... comme on dit en oranais, traditionnel et aussi des bijoux qui vont avec des trucs de tous les jours et tout. J'ai pas eu le temps de... D'ailleurs, je vois avec en gris et rose, il est très beau. C'est une passion aussi. D'accord. Vous avez fait des études avant d'arriver à la création? Je suis à la base une archiviste documentaliste. Ah ben voilà. Oui, j'ai un bac classique, plutôt une licence classique, mais j'ai toujours rêvé d'être une créatrice de bijoux. Tout à fait. Alors, attendez, vous avez rêvé quand vous étiez petite fille ou alors c'est à travers quand vous êtes devenue adolescente? Parce que là, quand on est adolescente, on est attiré par les bijoux. Tout à fait. Et j'ai toujours eu un don de créer des trucs comme ça. J'ai tout essayé, tout ce qui est manuel, j'ai tout essayé. Mais donc vous êtes une bonne pâtissière là? Non. Cuisine, je suis limitée. limite. Mais avec les bijoux, alors parlez-nous un petit peu. Déjà, je vois ce collier qui est très joli. Merci. Donc parlez-nous de ce collier. On peut le porter avec quelle tenue traditionnelle? Ce collier, justement, c'est traditionnel. Justement, oui. C'est traditionnel, c'est noble comme très collier. Bien. Alors, vous le montrez au caméraman Mounaïm, Abdelmounaïm qui est juste en face. C'est lui qui va le prendre. D'accord. Voilà. On va dire, c'est du Johar Hor. Voilà, pas des perles de culture, c'est du Johar Hor. Il est teinté. J'adore cette couleur parce que ça donne un effet ancien. C'est du blanc cassé. On va dire ça, oui, c'est du blanc cassé. Et c'est des pièces, on va dire, c'est des pièces mahadjar. Voilà, oui, c'est du bronze avec des zirconium. Très bien, parce que c'est la mode d'ailleurs du bronze actuellement. Oui, c'est tout à fait. Le bronze, il est très tendance. Vous pouvez le remettre sur la table, oui. Alors, toutes mes créations, c'est avec des perles naturelles, des pierres aussi naturelles, précieuses, semi-précieuses, de la bonne qualité. C'est pas n'importe quoi. D'accord. Le plus important, j'aime ce que je fais. Voilà. Très bien. Alors, je vois que vous êtes vraiment une passionnée de bijoux, là. Oui. Très bien. Alors, je reviens vers vous. Salah Abdelkader Jalil. Alors, je le rappelle que vous êtes dans la création florale. Donc, parlez-nous un petit peu de ce métier
de fleuriste? Alors, bon, être fleuriste, c'est pas de tout repos. On est assez dépendant de l'importation. Comme toutes ces variétés, toutes ces fleurs sont des fleurs d'importation. Mais c'est un métier qui reste quand même assez prenant. Pourtant, on a une ville qui est très reconnue qui et est très Blida. réputée. Et effectivement, Oui, c'est la ville des roses. C'est la ville des roses. Généralement, les fleurs locales, c'est plus en été, pas en hiver. Alors, d'ailleurs, quand on parle de fleurs, quand on dit fleurs, c'est systématiquement, c'est les roses, généralement. Donc, avant, il y a quelques années en arrière, on a les roses roses, les roses blanches, les roses jaunes, les roses rouges. Mais là, actuellement, ces dernières années, il y a d'autres couleurs qui se sont développées. Il y a des roses surtout. Alors moi, la rose que j'adore, c'est la rose noire. D'ailleurs, elle coûte très cher. Parce qu'elle n'est pas très répandue actuellement. Exactement. On trouve aussi des roses d'autres couleurs, du mauve, du bleu. De l'arc-en-ciel. Effectivement, de l'arc-en-ciel. Et même des roses immortelles, d'ailleurs. Alors, les roses immortelles, le terme technique, c'est des roses stabilisées. Voilà. C'est des roses qui sont... C'est des roses, bon, on appelle ça des roses éternelles, mais c'est des roses qui, en réalité, durent 4-5 ans. Tout dépend de la conservation du client. Moi, je l'ai toujours. Hein. Oui. Tant qu'elle est fermée dans une cloche. Oui. Oui, tant qu'elle est sous vide, on va dire, j'en ai se fanera jamais. Depuis presque 10 ans. Oui, elle se fanera jamais. Tant qu'elle est sous vide, elle se fanera jamais. C'est l'air en fait qui la fait mourir. Après, les roses stabilisées, ce sont des roses qui sont, assez dénaturées. Donc c'est pour ça qu'elles durent longtemps. Ce qui représente à peu près la différence entre les roses d'importation et les roses locales. Les roses locales, elles sont plus odorantes car elles sont naturelles. Les roses d'importation, il y a tellement de produits chimiques qu'elles durent plus longtemps, mais il n'y a aucune odeur dessus. Les roses tablida, on va dire, c'est des roses qui sont naturelles. C'est des roses qui sont coupées le matin même, envoyées l'après-midi. Mais les roses d'importation, d'ailleurs, après, ça vient de l'importation. Généralement, ça vient du Kenya. Oui. Ah, d'accord, du Kenya. Très bien. Alors là, c'est pour les compositions florales que je vais vous poser une certaine question. Par exemple, moi, je viens vers vous, je vais rendre visite à un malade qui est à l'hôpital. Alors, quelle est la composition? Vous allez choisir quelle fleur déjà, quelle couleur aussi? Alors, pour rendre visite à un malade, d'abord, on privilégie les bouquets qui se posent ou qui sont sur des vases. Car les bouquets à main, c'est difficile, pas pratique pour rendre visite à un malade. Après, pour les couleurs, tout dépend de la relation que vous avez avec le malade. D'accord? Car la signification des couleurs des roses a une signification selon la relation. Les gens, très souvent, ils mélangent. Par exemple, une rose rouge, ça peut signifier l'amour, quand c'est dans une relation amoureuse, l'affection, exactement. Mais ça peut également signifier la sagesse. Ça signifie également l'admiration. Donc, tout dépend de la relation que vous avez avec la personne. Mais généralement, pour rendre visite à un malade, moi, je privilégie un bon mélange de couleurs pour égayer la pièce. Égayer un petit peu la personne qui est malade. D'orange, exactement, plutôt que de partir sur des couleurs fades. Oui. Et pour, par exemple, un anniversaire, tiens. Pour un anniversaire, encore une fois, ça dépend si c'est pour un homme ou pour une femme. On va dire pour un homme, allez. Pour un homme, exactement, on va changer pour une fois. Oui, pour un homme, généralement, il y a les roses bleues qui signifient d'ailleurs l'inaccessible. Donc, parce qu'elles sont très rares. Après, une belle composition que de fleurs blanches, c'est magnifique. Très bien. Alors, là, je m'adresse à vous. Alors, quelles sont les techniques, justement, pour faire et fabriquer un beau collier? Bon, personnellement, je n'ai pas une technique précise. Voilà. D'ailleurs, des fois, j'ai une idée dans la tête et quand je commence à créer mon bijou, je finis par tout un autre modèle. Alors, vous êtes dans un autre monde quand vous créez? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Très bien. D'ailleurs, quand je vois dans le présentoir, d'ailleurs, je demande à notre réalisatrice Aïcha Talhaoui. Alors là où il y a la main de Fatma. Oui. D'ailleurs, il y a trois. Oui. Donc, vous avez pris combien de temps afin de réaliser ce joli collier? Je peux prendre 2 heures, comme je peux prendre 4 jours, 5 jours. Ah bon? Oui. Pourquoi ça? Oui. Ça dépend de votre humeur? Non, ça dépend. Des fois, je commence à réaliser un bijou. Oui. Et je recommence à plusieurs reprises, oui.
Ah d'accord, donc des fois tu بداي, Oui. ensuite تعاودي تحبسي. Tout à fait. Mhm. Tout à fait. Ensuite تعاودي Ah d'accord, ok. Tout à Donc fait. vous entrecoupez. À chaque fois vous changez d'avis des fois. Tout à Peut-être fait. que vous avez envie de changer de design. De design. De couleur. De couleur. Une pièce qui va avec ça et qui ne va pas avec ça. Tout Donc à vous fait. changez des fois. Je change. Tout à Très fait. bien. Oui. Et ce sont des commandes que vous recevez ou alors ce sont des créations et après vous les vendez en ligne par exemple? Tout d'abord, je fais des créations, je les publie sur les réseaux sociaux et j'attends les commandes, tout à fait. Très bien. Alors quand on voit justement, ce sont des boucles d'oreilles, non, ce sont des... C'est des khorsa, on khorsa, appelle ça voilà. khorsa. Alors, c'est typiquement tlemcenia. On le met même à Oran, mais ça reste, la shidda, ça reste une shidda Une shidda de tlemcenienne. Tlemcen, oui, effectivement. D'ailleurs, la shidda tlemcenienne qui est reconnue mondialement. Mondialement, tout à Donc, fait. Tout à fait. c'est une très belle tenue nuptiale. Tout à fait. De reine, de princesse. De princesse, aussi, oui. Voilà, donc. Oui. Alors, ça prend combien de temps pour faire c'est-à-dire pour Khorsa. réaliser le khorsa? Le khorsa, c'est... Le khorsa, de toute façon, ça va avec deux. Hein. Ça, bien C'est pas sûr, une, hein. c'est une Voilà. paire, c'est-à-dire ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend 2 à 3 jours pour la réaliser. Parce qu'il faut de la concentration. La concentration. Mais beaucoup de minutie. Tout à fait. Tout à fait, oui. C'est un travail minutieux. Justement. Et il faut aimer. Il faut Alors, aimer. et votre matière première, est-ce que vous la trouvez facilement? Difficilement. Je Peut-être que passe parce- mon temps à chercher des pièces uniques, des pièces rares. On est limité de la fourniture. On est vraiment limité. Très bien. Oui. Je me effectivement, contente il faut- du minimum. Ah ben oui, si- parce que si c'est avec le minimum vous faites ces merveilles, alors avec, avec ce que vous cherchez, je ne sais pas ce que vous allez faire. Hein. Merci. Alors, et là, c'est que j'ai envie de parler de ce collier qui est gris avec du rose. D'accord. Donc, parlez-moi avec quoi? La matière, d'accord. La matière, mais aussi on peut le porter avec quoi? Alors, ce bijou, c'est pas traditionnel. Voilà, justement, il est est moderne. confectionné par des cristaux ordinaires et des nacres. Des nacres. Et ce Très bien. pendentif, par contre, ce pendentif, c'est une quartz. Ah, C'est- d'accord. Oui, c'est une pierre. C'est une Très pierre bien. naturelle. Oui. Très bien. Et comment vous faites le choix des couleurs? Ça vient ça comme vient- ça? Ou ça alors vous imaginez la tenue afin d'imaginer justement le choix de... J'imagine la tenue, c'est-à-dire c'est par rapport à la cliente. Quand elle a un truc à porter, elle me dit voilà, je veux cette couleur et cette couleur. Mais Vous sinon, avez exposé dans des salons? oui, le Salon national de l'artisanat pour sa 3e édition l'été passé, c'était au CCO. Sinon, une émission télévisée, c'est ma première expérience. Ah d'accord, c'est votre première Oui, expérience. c'est ma première Ah ben, expérience. j'espère que ce n'est pas la dernière. Hein. Inch'Allah. Et c'est toujours, de toute façon, les portes de la station régionale d'Oran et de la télévision algérienne en général, elles sont vraiment grandes ouvertes pour des créateurs, pour des jeunes créateurs et même des artistes et pour tout le monde. En fait, on est là. Donc, et là, je porte toujours la rose. Je ne veux pas la Elle vous va quitter très bien. d'ailleurs. Voilà. Donc, parlez-moi un petit peu, surtout des compositions, par exemple, florales dans les mariages. Oui. Alors, le grand avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens apprécient beaucoup mieux les compositions florales et les mettent en valeur. Genre, ça fait partie du budget important d'un mariage. Car la facture peut très vite grimper, bien sûr, mais on essaie quand même de compenser, on essaie de s'adapter aux clients. Donc, ce sont des couronnes, ce sont Des couronnes, des podiums, l'entrée, des arcades. exactement. Le domaine est très varié et heureusement, genre en Algérie, les gens apprécient et on va dire les choses clairement, ils y mettent le prix Voilà, car ça bah fait oui. partie, c'est une partie importante de toute la Effectivement. déco. On fait également l'événementiel, mais les roses, c'est ce qui met en valeur tout le travail. Exactement, Bah, et il égaye un petit peu. Exactement, oui. Les roses égayent un petit peu Exactement, l'endroit oui. où on se trouve. Les donc, gens, ils apprécient beaucoup plus le feuillage
car une belle composition florale est toujours accompagnée d'un très joli feuillage. C'est très important parce que c'est ce qui met en valeur les fleurs. Voilà. Les gens avant, ils voulaient plus que des fleurs, que des roses. Maintenant, ils apprécient beaucoup plus la réalisation, la composition plutôt que les fleurs. C'est la verdure Exactement, naturelle. qui met en valeur, Et qui nous donne envie de rester dans cette pièce et qui nous fait bon respirer, on va dire, du bon temps, quoi. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, madame. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Le plaisir est partagé. De Bonjour d'Algérie, de commencer avec vous l'année 2024. Merci à Alors, vous. je vous offre cette belle rose. Oh, merci. Pour une belle rose. Voilà. Oui, Ah ben voilà, la bouteille d'eau. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est un plaisir pour moi. Salah Abdelkader Djalil, vous êtes dans la création florale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et bien, avec ces notes de fleurs, on se quitte et on se donne rendez-vous le mercredi prochain sur la même station, à la même chaîne. Bon week-end, au revoir. وذكرك ديدني رغم التنائي وأنت مدى الدنا طبي وطيبي وحالت بيننا الأقدار قل لي متى يدنو المحب من الحبيب متى يا مهجتي سأراك حرا متى